Bonjour Michel. Bonjour. Vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes? Oui, tout à fait. Je suis Michel Cerda, je suis metteur en scène depuis maintenant une trentaine d'années à peu près, parce que j'ai commencé en 86, de théâtre en un premier temps, et puis en même temps que cela, j'ai fait beaucoup de formations aussi d'acteur, donc j'ai toujours eu deux casquettes, une casquette de metteur en scène et une casquette de pédagogue autour de l'acteur, et puis maintenant je travaille aussi sur les questions de mise en scène sur la pédagogie. Voilà. Donc, et je viens de monter là tout récemment une pièce de Synge qui s'appelle La source des saints. La source des saints. Ça nous Des parle. saints. Des saints. Oui, des saints. Les saints, la sainteté. D'accord, les saints, la sainteté. Oui, parce que... Voilà. Non pas c'est pas le lait qui sort des C'est ça. mamelles, mais plutôt la source des saints. Mais évidemment, oui, des jeux de mots. Voilà, Oui, oui, c'est le dernier spectacle. Et puis j'ai aussi collaboré pas mal ces dernières années avec le cirque contemporain et le cirque, voilà, comme dramaturge. Très bien. Voilà, ça fait savoir les titres depuis 30 ans. Merci. Donc j'ai préparé pour vous un petit questionnaire dont le sujet principal, on va dire, est la liberté d'expression et la censure. Donc, la liberté d'expression, c'est quoi? Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Question. Dans notre société, où la liberté d'expression est reconnue comme un droit inaliénable et même revendiqué, quel intérêt et quelle nécessité peut avoir la censure? Et dans ce cas, dans quel cas l'appliquer? Alors oui, moi c'est une question qui me turlupine, hein, parce qu'effectivement, en tant que Français, que nous sommes, avec les droits de la liberté de la Révolution française, enfin c'est vrai qu'on est quand même, on a une histoire derrière nous sur la liberté d'expression, et de fait, je participe à cette histoire. C'est pour ça que la censure est toujours quelque chose qui me fait très très peur, et je ne vois pas pourquoi d'un seul coup on censurerait les choses. C'est pour ça qu'à la question, elle devait partir en disant mais dans quelles conditions il faudrait censurer, de façon incroyable, je dirais aucune. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement curieux de poser la question de la censure et surtout d'une nécessité de la censure. Donc maintenant, ces derniers temps, on a vu des choses se produire dans ce pays qu'est la France, où l'État a décidé de censurer certains artistes. Je reviendrai sur le cas de Dieudonné, par exemple, parce que je pense que c'est celui auquel on pense. Oui, voilà. Et c'est vrai que même là, je n'étais pas forcément d'accord avec ce que faisait Dieudonné, mais pas non plus avec cette idée de censure. Voilà. Donc je trouve que c'est compliqué que l'État puisse être un endroit de formatage et de pensée et de direction de pensée. Ça, c'est la première expérience que j'ai. Puis le hasard, en fait, j'en ai une autre, mais qui est plus douce, comme ça. C'est que j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Chine, à Pékin, avec une compagnie française qui faisait des théâtres d'objets. Et là-bas, la censure est très présente, extrêmement présente. Et donc, il fallait qu'on envoie de la vidéo pour savoir si notre projet allait fonctionner. Et puis, de fait, il y a eu une censure beaucoup plus douce. Hein. Ce n'était pas l'interdiction totale de montrer le spectacle, mais pour le coup, à chaque fois qu'on avait des dates, les dates s'annulaient. C'est-à-dire que la raison, en fait, invoquée, c'était que les théâtres étaient en travaux. Voilà. Donc c'est une censure un peu douce, mais qui fait que d'un seul coup, on ne nous dit rien, mais on ne peut pas jouer. Donc on fait un spectacle, et puis on ne peut pas le jouer. Et ça, c'est très gentil, c'est très chinois. Alors il fallait surtout pas, c'est marrant, le spectacle s'appelait Made in China, et l'État venait de considérer que tous les titres de spectacle qui contiendraient le mot Chine, le mot mondialisation et le mot je ne sais plus lequel, hélas, ne pourrait pas être joué, donc on est tombé dans le panneau. Mais c'était pas si clairement dit que ça, on l'a appris comme ça. C'était vraiment quelque chose de plus sourd, et j'ai eu la même expérience en Algérie, où là aussi j'étais parti faire un travail, et où un jeune homme qui était chanteur et qui travaillait dans les circuits français, en fait, est arrivé dans un théâtre, et il y avait une barre de fer qui était sur le plateau, et personne n'a jamais réussi à la lever, et personne ne savait comment faire. Et donc, tout ça pour empêcher que la chose ait lieu, en fait. C'était vraiment quelque chose qui empêchait vraiment... C'était une barre de fer pour empêcher le spectacle. Alors, en tout cas, c'était une barre de fer qui descendait des cintres, qui était là en plein milieu du plateau et qui rendait le concert difficile. Mais pourtant, quand on commençait à poser la question à tout le monde, c'est une histoire qui m'a été racontée, je ne l'ai pas vécue, mais ça racontait beaucoup de choses sur l'Algérie, personne ne savait comment faire en sorte que cette barre de fer énorme puisse
se lever. Et puis l'artiste a compris au bout de la journée, parce que le temps passant, il fallait décider si on jouait ou si on ne jouait pas. Et l'artiste a bien compris que c'était une censure déguisée, et donc a décidé, malgré cette barre de fer, de jouer, d'installer ses instruments de musique. Voilà. Donc voilà, la censure en France, on pense toujours à ce qui s'est passé nous, on interdit absolument coûte que coûte, on fait de la morale, tout ça, mais il y a de la censure déguisée. Et là, pour le coup, c'est toujours la responsabilité de l'État. Dans les deux cas dont je parle, en fait, c'est l'État, c'est la responsabilité d'un État qui pense qu'effectivement, l'artiste ne répond pas voilà, aux questions, ou en tout cas Mais pour moi, c'est extrêmement moraliste et c'est une chose qui me déplaît fortement. Voilà. Donc moi, ça peut me serrer, tout à fait. Ce qui m'amuse là, quand je raconte ces deux histoires-là, c'est qu'elles étaient, non pas amusantes, mais extrêmement sourdes et encore plus sournoises. Ouais, donc, en fait, la deuxième question qui touchait plus ou moins la première, elle était un peu rhétorique, dans le sens où la censure est-elle une atteinte à la liberté d'expression? Oui, voilà. Mais je crois que c'est vrai. C'est vrai que c'est important qu'on puisse dire des choses, et surtout que moi je suis un grand défenseur de l'hétérogénéité. Et donc pour moi l'aspect de l'hétérogénéité du monde, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas les mêmes, que nous sommes différents. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans cette France qui est la nôtre, où on voit très bien que nos voisins voilà, ne sont pas les mêmes que les autres, et pour le coup ça peut me poser problème, sur des problèmes d'éthique, mais je participe du principe que cette hétérogénéité va nous fonder aussi. Voilà. Donc il faut absolument que chacun puisse parler, se dire, et surtout qu'on puisse débattre. C'est surtout et c'est bien la question. C'est-à-dire que toute la censure qui permet qu'il y ait plus de débat va nous poser un certain nombre de questions. Je pense que oui, c'est probablement la censure qui empêchera justement la communication, la vraie communication. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords. Moi je suis tout à fait pour qu'il y ait des accords. Et d'un seul coup, pourquoi la censure serait la chose qui lisserait la pensée pour que tout le monde... Alors c'est vrai que sur le cas de Dieudonné pour la France, il y avait des choses amorales, c'était effectivement des propos, alors je me souviens plus. Oui, il y avait l'histoire de la quenelle, la fameuse quenelle qui a été considérée comme une sorte de symbole nazi. Tout à fait, et donc antisémite. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'on a tout à fait des droits de s'insurger contre cette chose-là. Mais je trouvais que c'était important aussi de voir aussi, de passer à la censure. Moi, ça a été pour moi extrêmement inquiétant pour mon pays qu'une chose comme ça puisse revenir. Et c'est pour ça que je citais les deux cas d'autres pays qui ne sont pas la France, où la censure est beaucoup plus sourde, mais je ne dis pas que c'est mieux. Mais en tout cas, ça existe aussi de l'autre façon. Bernard Noël nous dit, je cite, « La privation du sens, ou censure, est l'arme absolue de la démocratie. Elle permet de tromper la conscience et de vider les têtes sans troubler la passivité des victimes. Il fait allusion à ce qu'il nomme la castration mentale. La menace qui vient d'une perte latente du sens dans notre société, remplacée par la recherche du profit. Selon lui, toute prise de parole semble futile, et il insiste sur le fait que la culture est devenue aujourd'hui une marchandise. Gunther Anders, dans L'obsolescence de l'homme, nous parle d'un conditionnement selon lequel on occupera l'esprit avec des futilités, des bavardages inutiles et des musiques incessantes, dans le but d'empêcher de penser. Ce qui m'amène à la question suivante. Les médias, les images diffusées par les médias, nous dépouillent-elles de notre regard? Ont-elles une influence sur notre conscience? Alors j'aurais du mal à répondre comme ça, du haut de ma connaissance, donc c'est simplement un témoignage en fait. Je pense qu'on aurait tendance à dire oui, mais avec évidence, et cette évidence-là, c'est celle-là qui me gêne. Parce que, voilà, je pense qu'il y a quand même justement des gens qui pensent que les médias, l'image, évidemment, tout ça, ça nous empêche de penser, mais qu'on peut aussi penser sans image, on peut aussi... C'est comment, en fait, trouver l'espace pour exercer sa pensée, en dehors de la question de l'image, en dehors de la question... Moi, je pense que, là, par exemple, la télévision, on peut la regarder si on se la critiquer. Voilà. Je pense toujours au bouquin même sur la violence de Monzin, qui dit, mais voilà, qui pose la question de savoir si l'image est violente à la télévision, et elle dit que non, c'est pas vrai. Donc on s'invente aussi des choses par rapport à ça. Donc à la fois on aurait tendance à dire oui, bien sûr, ça nous écervelle, ça nous enlève le cerveau, mais en même temps je pense qu'il faut résister à cette question-là et se dire qu'on a encore la capacité de se mettre à penser. Alors après, de tout de savoir comment et où. Mais qu'il ne faut pas forcément accuser les endroits, il faut par contre se responsabiliser soi. Oui, c'est ça. C'est ça. La responsabilité. Ouais. C'est nous. Voilà, ça c'est nous. Voilà. C'est ça.
Donc c'est toujours facile d'accuser les autres, de dire c'est eux qui nous endorment, c'est eux qui machin. Après, je pense aussi qu'effectivement, il y a voilà, les musiques, les trucs et tout, mais voilà, je pense que, par exemple, moi, je pense, encore une fois, je continue à penser que l'endroit de la télévision, qui est devenu un endroit un peu facilement critiquable, je trouve que ça vaut vraiment le coup de regarder le média et de se mettre à le critiquer, à l'observer, à le regarder, quoi. Voilà. Il ne faut pas jeter tout et jeter le bébé avec l'eau du bain. Bernard Noël a non seulement été censuré pour avoir écrit Le Château de Seine, mais il est passé au tribunal en 1975, poursuivi pour outrage au meurtre. Son livre a été considéré comme violent et pornographique. Comment, selon vous, ce roman érotique, pornographique, ce texte jadis scandaleux ne provoque aujourd'hui plus la moindre réaction? Alors, premièrement, je ne connais pas ce texte, désolé, voilà. Après, donc je ne connais pas, hein, mais après, je ne sais pas à quelle allusion, si on peut avoir des textes pornographiques ou des textes. C'est toujours compliqué parce que dès qu'il y a censure, il y a effectivement norme, hein, c'est bien la normalisation de ça. Donc il y a peut-être plein de textes qui a priori ne sont pas érotiques et qui le sont plus qu'on ne le pense. Il y a peut-être plein de textes qui sont pornographiques, qui n'apparaissent pas comme tels et qui le sont peut-être plus. Donc moi je me méfie toujours de l'évidence des choses. Et donc il y a certainement des textes plus... Alors pour le coup c'est ce que propose la censure. Hein. Par exemple je reviens sur la Chine, en fait ce qui était intéressant dans la censure c'est qu'il fallait la contourner. Et donc il fallait avoir un autre rapport à la forme. Voilà. Peut-être qu'il fallait dire moins avec évidence les choses, mais quand même les dire. Voilà. Ça pose des questions intéressantes artistiquement, de se positionner par rapport à ça, parce que c'est vrai que la parole directe n'est pas forcément la seule parole qu'il y a. Alors après, moi je pense qu'aujourd'hui, peut-être effectivement, ce texte, il n'est pas, encore une fois, je ne le connais pas, il pourrait par habitude ne pas être censuré, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans le spectacle vivant, par exemple, il y a plein de choses qui ne sont pas interdites, mais qui posent problème avec le public. Donc je ne peux pas non plus dire que nous soyons dans un grand pays de grande liberté, ça c'est clair. Par rapport à l'âge que j'ai, j'avais l'impression que j'ai vu sur les théâtres des choses beaucoup plus licencieuses jadis, sans faire mon vieux con, mais que maintenant, par exemple. C'est très compliqué la nudité aujourd'hui sur scène. Ça l'a été pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, dès qu'il y a quelqu'un de nu sur scène, il faut en avertir les théâtres, ça dépend des populations publiques, et attention, qu'est-ce qu'on va voir. Et voilà. Moi, je me souviens avoir fait des spectacles où il y avait deux filles qui roulaient dans l'air comme ça, mais qui ne faisaient rien. Il y avait le public scandalisé, parce qu'on avait l'impression qu'elles s'embrassaient, alors elles ne s'embrassaient pas du tout. Enfin, donc il y a aussi une espèce de morale incroyable aujourd'hui. Et qui n'est peut-être rien à voir avec la pornographie au sens où vous l'entendez, qui sont des choses beaucoup plus, a priori, moins importantes, mais qui posent problème quand même. On n'a pas fini cette question-là. Et moi, je pense qu'il y a un grand retour à la morale. Oui, oui, j'ai l'impression aussi. Et pas forcément pornographique. Et je ne parle pas de choses pédophiles, machin, qui sont extrêmement... Oui. Voilà, sur lesquelles on pourrait tous être d'accord en disant que c'est pas normal, je ne sais pas tout. Et encore, je ne vais même pas rentrer là-dedans, parce que je pense aussi que c'est important de pouvoir, encore une fois, tout parler, tout entendre. Je pense que l'art, il est là pour parler des choses invisibles et des choses inouïes, quoi. Donc c'est bien, il faut aller plus loin qu'on le pense. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime au théâtre, c'est que voilà, c'est qu'on est de l'inouï, c'est qu'on est de l'incommunicable. Enfin, c'est ces choses-là que l'art met en place. Donc là, effectivement, la censure, elle empêche tout ça. Il faut écouter des choses inouïes au sens littéral du terme. Il faut voir des choses qu'on ne peut pas voir. Il faut, voilà. C'est ce que disait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'incompréhensible. C'est pas... Ce qui est compréhensible, on l'a compris de bête, ce qu'il faut voir, c'est ce qui, a priori, n'est pas visible, et ce qu'il faut entendre, c'est l'inouï. Et donc, si on met de la censure, tout ça est impossible. C'est ça. Donc est-ce qu'on serait rentré dans une ère de l'obsolescence de la conscience? Alors, je me demande plus de clarté pour répondre à c'est quoi l'obsolescence de la conscience, c'est-à-dire que notre conscience serait plus... Eh bien, en fait, l'obsolescence, on va revenir sur le principe de l'obsolescence programmée du commerce. On crée un objet et puis, qui va avoir une durée de vie et ensuite qu'on va devoir changer. Ah ben c'est sûr que les mœurs, ça bouge, ça change. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas les mêmes. Après, encore une fois, toutes ces lois amorales, machin, elles ont toujours existé, mais comment ça s'appelle ça, le curseur, c'est lui qui change en fonction de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Voilà. Moi, je pense toujours, par exemple, parce que c'est tout ce qui m'intéresse, l'affaire Outreau, par exemple, c'est une chose très importante. On voit très bien que l'affaire Outreau, elle a existé que parce que juste avant, il y avait eu des soucis
qu'il y avait eu des soucis autour de la question de la pédophilie et qui fait que d'un seul coup le juge, parce que c'était un peu dans l'air du temps cette chose-là, et on n'a pas pris le temps justement et la distance de regarder la chose, et donc on est tombé dans le panneau. Donc les curseurs ils changent, et moi je pense que la meilleure des choses c'est toujours de se mettre un peu plus à l'écart, de prendre la distance pour penser.